Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le cadeau surprise. Il n'y aurait pas de neige cette année. Le journaliste de la météo qui avait annoncé d'une voix attristée que Noël serait gris et doux ne s'était pas trompé. Dans l'encadrement de la fenêtre, les coteaux, d'un triste vert hivernal, se déployaient sous une bande de ciel gris, tel un drapeau derrière une vitrine. Tout était tellement différent quand il avait neigé. Les crêtes blanches se découpaient. Alors, comme celles des Alpes, et les pentes s'émaillaient de gens qui faisaient de la luge. Mais pas cette année. Ce serait un Noël sans neige. En revanche, tante Nora, tante Betty et oncle Bernard seraient bien là. Rien que d'y penser, Geoffrey eut un soupir de lassitude. Il les imaginait arrivant tous les trois comme ils le faisaient année après année. Nora, sa tante, renvoyant sèchement le chauffeur du taxi à la gare sans lui donner de pourboire, sous prétexte qu'elle avait été secouée pendant le trajet. Bernard, l'oncle de Suzanne, roulant toujours à 40 à l'heure. Ça évite les frais d'entretien du moteur. Les voitures ne sont plus ce qu'elles étaient. Et tante Betty, les joues rosies par le froid, s'extasiait sur ce qu'elle croyait être, en toute bonne foi, les joies de la saison. Geoffrey, savant que Suzanne ressentait la même chose que lui, mais, comme elle le disait chaque année, après leur départ, les fêtes de Noël aussi ont leur lot de contraintes. Lui, il aurait donné n'importe quoi pour que Noël soit différent, ne serait-ce qu'une fois. Heureusement, il y avait toujours un marché à Hillford la veille de Noël. Et comme leurs invités n'étaient pas encore arrivés, il s'y rendit avec les enfants, Peter et Julia. Une fois, tante Nora les avait accompagnés. Elle avait passé la matinée à se plaindre, allant même jusqu'à accuser le marchand de marrons de vendre des marrons tièdes. Tante Betty, si elle avait été là, aurait très vite fatigué Geoffrey avec son inébranlable bonne humeur. Quant à oncle Bernard, il n'aurait cessé de râler contre les prix et d'évoquer l'époque où les marchés étaient encore de vrais marchés. Geoffrey et ses deux enfants arrivèrent à Hillford à 10h30 et ils ne furent pas déçus. Quelle animation et quelle ambiance sympathique! Un homme vendait des dindes avec le bagout d'un présentateur de jeux télévisés. Des pyramides de fruits brillaient sous les lumières des étals et les légumes étaient si propres qu'ils semblaient avoir été astiqués par les maraîchers. Il y avait des cartes de Noël à moitié prix, des jouets attrayants et pas chers bien sûr. Et pas chers. Et bien sûr, une foule de gens piétinant au milieu des étals, la laine embuant l'air hivernal. Et cette année, en plus, il y avait Cédric. « Il fallait le voir !» s'écria Peter avec un sourire épanoui lorsqu'ils rentrèrent chez eux. « Il pouvait tout faire !» expliqua Julia avec l'enthousiasme d'une gosse de 10 ans. « Même jouer des airs avec des cuillères. »« Ce savoir-faire est perdu !» dit oncle Bernard d'une voix morne. « Dans le temps, bien des gens en étaient capables. »« Et des femmes !» surrenchérit tante Betty. « Jamais vu des femmes jouer avec des cuillères, » marmonna Bernard. « Elles ne sont pas assez rapides. » À 12 ans, Peter savait déjà quand et comment changer de sujet. Il chantait, dit-il, racontait des blagues et faisait des tours de passe-passe. Il aurait dû passer à la télé, pas être sur un marché. « J'espère que c'est mieux que la plupart des émissions de télé, » dit Nora d'un air accablé. « Je me demande ce qu'ils vont encore nous infliger cette année. »« Pourquoi ne pas animer la soirée nous-mêmes ?» proposa Betty avec un sourire radieux. « Comme lorsque nous étions jeunes. »
Geoffrey, qu'il fulminait intérieurement, ne put retenir un grognement. Seule Suzanne l'entendit. Elle lui lança un regard d'avertissement. Les invités montèrent dans leur chambre, défèrent leurs valises. 1 heure de répit pour Geoffrey, qui savourait toujours cet instant. Ils se retrouvèrent ensuite pour prendre le thé, et les fantômes des Noëls passés ne tardèrent pas à se matérialiser. C'était toujours la même rengaine. Tante Nora allait se souvenir d'un très très lointain Noël, particulièrement animé, et oncle Bernard rappelait « Oui, mais à cette époque, on savait encore s'amuser ». Puis, avec un horrible soupir mi-gai, mi-triste, Betty ajouterait « Nous n'avions pas grand-chose, mais nous en tirions vraiment parti. » La nuit était tombée, et il se mit à pleuvoir. Presque au même instant, ils entendirent quelqu'un chanter sur la petite route qui passait devant la maison. Une voix forte de baryton s'élevait dans la nuit. Des bottes, montant et descendant sans cesse. Je reconnais cette voix, dit Geoffrey, alors qu'ils se dirigeaient tous vers la fenêtre. C'est lui, s'écria Julia. L'homme du marché, confirma Peter. Il s'est engagé dans notre chemin, papa. Il vient chez nous. Mendier, dit oncle Bernard avec une moue de mépris. Il cherche toujours à vous soutirer quelque chose, ces types-là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous verrez que j'ai raison. C'est vrai que tu te trompes rarement, Bernard, reconnut Betty. Ou pire encore, marmonna Nora. Il vient vous cambrioler. D'habitude, les voleurs ne chantent pas pour annoncer leur arrivée, dit Geoffrey. Il lui eut un coup de sonnette. Et il ne sonne pas à la porte. Suzanne se précipita, suivie de près par Geoffrey et les 2 enfants qui se bousculaient pour essayer de voir quelque chose. Leurs invités restèrent à l'écart pour bien marquer leur désapprobation. Joyeux Noël, madame, monsieur et les enfants. Désolé de ne pas avoir chanté un chant de Noël, mais je n'en avais aucun en tête. Sans importance, dit Geoffrey. Que puis-je pour vous ? Permettez-moi de me présenter, dit l'homme, avec un grand sourire. Son visage rougeaud brillait sous la lumière du porche et les poils de son menton semblaient couverts de givre. Il était emmitouflé dans un ample manteau tout mouillé, qui dégoulinait sur ses guêtres en serge. Cédric Johnson, artiste ambulant, surnommé « à 2 doigts d'eux ». À 2 doigts d'avoir du succès, cela va sans dire. « Vous étiez au marché ce matin ?» s'écria Julia tout excitée. « Vous faisiez des tours de passe-passe » confirma Peter, « et jouiez des airs avec des cuillères. » Un art qui se perd, reconnut Cédric. Mais j'avais un bon public aujourd'hui. Il tourna son visage rubicond vers Geoffrey. Je dois me rendre dans le nord, monsieur, où j'ai l'habitude de fêter le Nouvel An. Mais, comme vous voyez, j'ai été assailli par la pluie. D'un revers de la main, il chassa l'eau qui imbibait les manches de son manteau. J'ai remarqué une grange au fond de votre jardin et, si vous le permettiez, j'aimerais bien y passer la nuit. Il se tut un court instant, comme s'il se demandait s'il n'était pas allé trop loin. Puis reprit d'une voix théâtrale, en levant pieusement les yeux au ciel. « Comme Joseph et Marie ont dormi dans une étable à Bethléem. » Un peu plus tard, ils s'approchèrent de la fenêtre pour voir la lumière de la grange briller à travers l'obscurité et la pluie. « Qu'est-il en train de mijoter ?» demanda oncle Bernard. « Rien de bon, à mon avis. Peut-être est-il recherché par la police ?» « Tu as raison, » renchérit tante Nora, comme on pouvait le prévoir. « Il a dû s'échapper d'une prison. » Un malfaiteur en fuite n'irait pas faire des tours de passe-passe sur la place des marchés d'Ilgeford, rappela Geoffrey en soupirant. « Je vais lui apporter du thé, » décida Suzanne. « Avec une part de gâteau ?»
supplia Julia. Je t'accompagne. Pourquoi n'organisez-vous pas une soupe populaire pour tous les clochards du coin ? Suggéra Bernard d'une voix amère. Sans prêter attention à ses propos, Peter et Julia aidèrent leur mère à préparer pour Cédric ce qui devint rapidement un dîner pantagruélique. Du jambon, une part de tourte, une assiette de pommes de terre et une autre de légumes, le tout accompagné d'un demi-litre de bière. Geoffrey annonça qu'il allait se rendre seul à la grange. Il avait entendu dire que les artistes ambulants étaient susceptibles. Cédric risquait d'être gêné en les voyant aussi nombreux. Ils le regardèrent s'éloigner à travers la fenêtre obscurcie par la pluie. Les enfants, debout devant la vitre, les deux tantes et Suzanne en rang derrière, tandis qu'oncle Bernard, qui venait d'allumer sa pipe, tendait le cou par-dessus leur tête tout en feignant de s'intéresser à ce qui se passait à la télévision. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens prévoient pas à l'avance où ils vont passer Noël, grommela-t-il. Tout le monde n'est pas comme toi, rappela gentiment Suzanne. Geoffrey était absent depuis une dizaine de minutes quand la porte de la grange s'ouvrit à nouveau. Puis la lumière s'éteignit et deux ombres traversèrent le jardin. « Il vient chez nous !» s'écria Peter. « Papa l'a invité !»« Je crains que ce ne soit en effet le cas, Bernard, » dit tante Nora. « Au moins, il pourra nous apprendre de nouvelles plaisanteries !» se réjouit Betty. Cédric franchit le seuil de la pièce, comme s'il était Noël en personne, le visage rayonnant et le menton mal rasé, pointé en avant en signe de bonne humeur. « J'ai fait l'honneur de votre délicieux dîner, madame, dit-il en s'inclinant exagérément devant Suzanne. Je vous remercie infiniment et je reprendrai bien de cette tourte. » Touchée par ce compliment, Suzanne se précipita vers la cuisine, dont elle revint avec une part de tourte. « C'est moi qui l'ai faite, dit-elle. »« Je l'aurais parié, chère madame, » répondit Cédric avec effusion. « Les tourtes que l'on achète dans le commerce ne sont jamais aussi bonnes. La vôtre, c'est le fin du fin. » Il s'est arrangé pour s'asseoir au milieu du salon. Son visage semblait plus rouge encore à la lueur des flammes et curieusement, le feu se mit à flamber de plus belle. Tout en mangeant, il se mit à décrire, entre deux bouchées et parfois même la bouche pleine, les nombreuses tourtes qui lui avaient été données de goûter. Tante Betty, qui se croyait pourtant experte en la matière, n'avait jamais entendu parler de certaines d'entre elles. Ainsi, des tourtes raffinées de Cumberland aux œufs et aux choux-fleurs, des tourtes aux poissons et au gibier de l'ouest du pays de Galles, de la tourte à l'artichaut que l'on mange à Jérusalem et de l'impressionnante tourte au taureau que l'on vous sert en Espagne. Après avoir chanté une chanson sans rime ni raison, tout juste passable, à la gloire des tourtes, il enchaîna avec une chansonnette où il était question d'un Noël dans la jungle. Il savait des tas de choses sur la jungle. Il leur raconta une histoire qui se passait en Amazonie, puis leur proposa toujours sur le même sujet une charade, jusqu'à leur grand étonnement, oncle Bernard réussit à deviner. Peu de gens auraient été capables de trouver la réponse, fit remarquer Cédric. Personne ne se souvenait avoir jamais vu Bernard rougir de plaisir. C'est pourtant ce qui arriva. L'art de la devinette est mort, lâcha-t-il en se renfrognant. À quelques exceptions près, reconnut Cédric, aimablement. Il saisit alors la main de Nora, lui prédit un avenir pour le moins romantique et interpréta à son intention une chanson où il était question d'une jeune fille aux yeux brillants qui s'appelait Nora. Les enfants insistant, il exécuta un morceau avec des cuillères qui lui valut des applaudissements sincères. Peter, voulant apprendre à jouer avec des cuillères, Cédric lui fit répéter jusqu'à ce qu'il soit capable d'accompagner un tango argentin qu'il dansa avec tante Betty. Jamais il ne s'était autant amusé un soir de Noël. Cédric donna un coup de main pour remplir les chaussettes des enfants,
Et cette nuit-là, il dormit sur le divan du salon, ses ronflements sonores attisant les flammes du feu mourant. Le lendemain, il fut très heureux de découvrir que tout le monde avait réussi à trouver un petit cadeau pour lui. En guise de remerciement, il écrivit pour chacun un message dans un code secret. Personne n'avait encore réussi à le décrypter quand vint le moment de partir pour l'église. Cédric s'était lavé et rasé pour les accompagner, et Suzanne avait repassé le cache-nez rouge qu'elle lui avait offert et brossé son manteau couvert de boue séchée. Si surpris fussent-ils par son allure, les fidèles apprécièrent la vivacité de sa voix. Et, à la fin du premier cantique, le pasteur lui demanda même de s'avancer vers le chœur afin qu'il apporte son concours à la chorale, ainsi qu'à l'organiste. Avec un grand sourire, Cédric alla s'installer dans les stèles du chœur et entonna le « Entendez » du cantique où les anges annoncent la naissance du Christ. Maintenant, tout le monde l'avait adopté, et à la fin de la messe, les fidèles s'attroupèrent autour de lui pour lui serrer la main. Mis au courant de ses talents, certains lui demandèrent timidement s'il accepterait de les distraire, ou vice-versa l'année prochaine à Noël. Toujours aussi accommodant, Cédric répondit qu'il était possible, en effet, qu'il repasse par Hilgeford l'année prochaine. Comme Suzanne et Geoffrey semblaient craindre qu'il ne soit retenu ailleurs, il les rassura en leur disant qu'ils étaient les premiers sur la liste de gens à qui il avait promis de rendre visite. Le déjeuner de Noël plut énormément à Cédric et à tous les convives. Oncle Bernard et tante Nora affirmèrent n'avoir jamais mangé de dinde aussi tendre. Tante Betty s'extasia sur le pudding et Julia finit tous ses légumes. Quand Peter eut l'autorisation de servir le vin, Suzanne et Geoffrey échangèrent un regard complice. Tandis que le jour commençait à baisser, Cédric, un sourire de satisfaction aux lèvres, fit un petit somme devant le feu, bientôt suivi par oncle Bernard. Tante Betty fit alors remarquer que même les ronflements de Cédric étaient mélodieux. Quand ils se retrouvèrent dans le salon, ils le regardèrent tous avec un espoir que Cédric ne déçût pas. Mais cette fois, il les poussa à collaborer, chacun à leur manière. Peter et Julia chantèrent une chanson pop, et leurs parents interprétèrent un dialogue plein d'humour qu'ils avaient joué dans une soirée d'amateurs. Tante Nora raconta une longue plaisanterie, assez confuse et pas si drôle que ça, sur un perroquet et une souris. Et Betty, l'histoire véridique d'une femme de sa connaissance qui avait 53 chats. Oncle Bernard les surprit, lui le premier, en se souvenant de toutes les strophes d'un long poème. Ils allèrent se coucher très tard, certains qu'ils avaient passé là leur plus beau Noël. Au matin, Cédric était parti en leur laissant un petit mot où il leur disait au revoir. Puis, ce fut au tour des invités de s'en aller. Oncle Bernard démarra sur les chapeaux de roue, faisant crisser le gravier du chemin. Toute surprise, tante Betty se jeta en arrière en riant aux éclats. Nora donna un pourboire au chauffeur de taxi avant que celui-ci ne la ramène à la gare. Quant à Peter et Julia, ils montèrent en haut de la colline dans l'espoir de voir Cédric en train de cheminer sur la route. Des bottes, entonna Geoffrey. Suzanne se mit à rire puis l'embrassa. C'est quand même drôle qu'il soit venu justement chez nous, dit-elle en scrutant son mari. Il savait qu'elle avait deviné. J'ai eu cette idée en le voyant sur la place du marché à Voitiers. Ça m'a coûté 25 livres. Ce n'est pas cher, tu avoueras, pour le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu.